Il a mis qu'est-ce qu'on non, il va canal non. Il me soulève du canapé. Je lui dis non, j'ai pas envie. Il y a eu pénétration forcée. Il a terminé, mon corps était livide, j'avais mal partout. Même si je n'ai aucune force et aucune volonté, il faut à tout prix que j'arrive chez moi. J'explique cette histoire à ma tante. Sa seule et unique réaction ce jour-là, c'est de me frapper. Elle n'a pas dit c'est pas de ma faute. Mes parents, je les connais pas forcément, mais le peu de temps que j'ai pu passer avec eux de ma naissance à mes 3 ans, ça a été aux Comores, où il y a eu beaucoup de frictions, même après ma naissance. Et au bout d'un moment, la famille, de manière générale, a décidé d'apaiser les tensions des deux côtés en me retirant de leur garde pour par la suite me faire venir en France. C'était entre mes 3 et 5 ans, je dirais. Je suis arrivée à Paris chez la sœur de ma mère. Je me rends compte que c'est une très très grande famille. Le premier contact que j'ai eu avec eux, il était très difficile pour moi. Dans leurs yeux, dans leur attitude, j'ai même pas ressenti une once de joie en fait. C'était juste des regards très très froids et méprisants. Les gars, pour ceux qui viennent d'arriver, entre guillemets, euh, ça arrive trop souvent, ça. Ça arrive trop souvent, ça. C'est-à-dire que des jeunes filles ou des jeunes garçons, bon là, les garçons en général, ils viennent pas en parler, mais des jeunes filles surtout, qu'on envoie en France pour une vie meilleure et qui se font détruire, mais dans tous les sens du terme, que ce soit par leur oncle, leur tante, leurs cousins, cousines en France, il y en a trop, ça. Faut arrêter, ça. Faut arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants en se disant on veut qu'ils aient une vie meilleure, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont dur ici. Des dingueries. Des dingueries sans nom. Et heureusement que souvent, il y a des petits médias comme ça pour qu'ils en parlent. Et tu sens qu'elle a souffert, ça se voit. Les creepers, dès l'instant où je les ai vus, et mon réflexe de stress, ça a été de m'uriner dessus. On m'a crié dessus parce que du coup, je m'étais urinée dessus. Et on a demandé à la plus petite des 8 enfants de me prêter un pantalon. Elle m'a frappée et je me suis prise à faire pareil en fait. Elle m'a mis un coup, je l'en ai mis un et en fait ça a déboulé sur une grosse bagarre. Je vais très vite m'habituer au rythme de violence que j'ai eu à avoir dans cette famille parce qu'en fait, c'était tous les jours, j'allais forcément faire quelque chose que l'un d'entre eux n'allait pas apprécier et me prendre un coup. La scène de violence qui m'a marquée dans le passé, mon frère prend une chaise parce que je ne veux le saouler devant la plaie ou quelque chose comme ça. Il me bloque les épaules sur la chaise et le bas du torse sous la chaise, donc je ne peux pas bouger. Et je panique très très vite, donc je commence déjà à pleurer. Il décide de prendre une chaussette, de l'enrouler et de le mettre dans ma bouche pour que je ne crie plus. Et il s'en va en éteignant la lumière de la chambre, en allant jouer au salon. Dans sa frustration, il va me cracher tout ce qu'il a entendu sur moi. Tes parents t'aiment pas, c'est pour ça que t'es comme ça. Ta mère elle t'a abandonné, ton père elle t'a abandonné. T'es sale, t'es moche, tu sens pas bon. J'ai commencé à bégayer, je pense, le jour même où je suis arrivée en France. Je pense que mon cerveau a eu un petit choc. Vous voyez comment ça crée des traumas. Et sans connaître cette demoiselle, vous savez, bon, j'espère qu'elle travaille sur elle, d'une part. Et dans un deuxième moment, vous voyez, si elle ne travaille pas sur elle, elle aurait pu mettre ça de côté et aller ou enchaîner les relations, etc. Souvent, effectivement, avec le passé, certains passés, je peux, entre guillemets, pas pardonner, pas, je pourrais dire comprendre, entre guillemets, les salaces, les choses salaces que certaines font. Parce que le passé a été destructeur. Le passé a été détruit. Formaté, ton cerveau à un jeune âge, il a été formaté. Je vous le dis, on le dit, et c'est pour ça qu'on demande le passé de certaines femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on nous dit, on n'est pas psychologue, etc. Mais les gars, le passé va jouer sur le présent et l'avenir. Si cette jeune fille-là ne travaille pas, alors qu'elle a eu tout ça comme trauma, c'est mort. C'est mort. Chaque mec qui va venir dans sa vie, elle va s'attacher à lui. Euh, comment ça s'appelle? Elle va pas vouloir le lâcher. Elle va lui faire peut-être des dingueries ou... Voilà. Mais bon, ça, quand on dit ça aux gens, on nous dit pourquoi on veut
s'opposer à vouloir demander le passé d'une personne. Et on n'est pas tous psychologues, on n'est pas tous intentionnés, on n'est pas tous à l'écoute des gens. Je peux très bien écouter une meuf, mais si une meuf qui me dit elle a un passé de fou, non, 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 c'est pas moi, je suis pas... Je pourrais profiter de la brèche, je pourrais vous dire je vais sortir avec elle. Je vais la tartiner, je vais la laisser. Non, c'est pas bon. Je vais la détruire encore plus. Elle se détruit elle-même. Il faut qu'elle trouve sa paix intérieure avant de venir sortir avec moi. Ah non, non. Les gars, si vous ne sentez pas cap d'élever un passé comme ça, d'écouter un passé comme ça, d'être avec une meuf avec un passé comme ça, ne partez pas là-bas. Personne ne vous force. De la même façon qu'on dit que certaines meufs, on ne les force pas, les gars, vous aussi, on ne vous force pas. Parce que c'est trop facile de dire... C'est trop facile de tout jeter sur les meufs. C'est trop facile. Comme de l'autre cas, hein. Comme dans l'autre cas aussi, c'est trop facile de tout jeter sur les hommes sans prendre de recul. Mais les gars, si vous pouvez ne pas y aller, n'y allez pas. On le sait, hein, certains, ils ne réfléchissent même pas, ils y vont, ils voient des paires de seufs. Mais quand tu vois un passé comme ça, tu n'as même pas envie de la toucher. Parce qu'elle est détruite, la meuf, la petite. Et c'est pas de sa faute. Hein. Avec en plus la bagarre qui est arrivée. En fait, tous ces événements-là, un jour où ils m'ont tapé comme tous les autres jours de ma vie, je viens pour m'expliquer, pour dire un tel m'a fait du mal. Et je vais dire ma phrase, qui est toute fluide dans mon cerveau, et je vais l'entendre sortir, mais au moment où elle va sortir, elle va bugger. Moi, je me vois et je m'entends finir ma phrase, mais ceux qui sont en face de moi, non. Et ne comprennent pas d'où ça sort. Sauf que la réaction que j'ai eue... N'hésitez pas à partager, à liker, les gars. Vous pouvez liker, partager et commenter. Hein. Comme je vous ai déjà dit, je vous réponds en direct. En face de moi, quand j'ai commencé à pleurer pour dire un tel m'a frappé, ça a été un tel... Et je suis partie en vrille très longtemps. Ça a déclenché un fou rire de toute la famille. Dès que je voulais déclarer quelque chose d'important, qui me tenait à cœur, dès qu'il y avait un peu d'émotion de ma propre personne, ma langue, elle s'emballait. C'était extrêmement blessant parce que je comprends pas ce qui est drôle dans ce que je dégage. Je suis en pleine détresse, je demande de l'aide. En fait, négliger mes émotions et ce que je ressentais. Parce que peu importe le degré de ce que je vais dire ou de ce que je vais exprimer, tu vas rire. Et tu vas me recopier. Mon cerveau, il est en bruit. Et donc, à force, même l'aide, je vais même plus la demander. J'imagine quoi de pleurer dans mon coin et puis m'endormir dans mes larmes. J'ai eu des pensées si. J'ai eu des idées noires très tôt, mais ça a été constaté à mes 9 ans, si je ne me trompe pas. Parce que quand on fait des visites à l'école de santé, j'ai dit à la dame, vous savez, je vais manger chez les Rangs d'Enfer, donc que je vais bien ou pas, je pense à un truc comme ça, que je vais bien ou pas, je vais y aller. Elle a commencé à se dire, c'est pas normal de vouloir partir. Elle a fait des photos, des vidéos de ce que j'avais moi, elle a fait un dossier. Et juste après, elle a fait l'erreur d'appeler ma tante pour le crier dessus, sur « on tape pas un enfant ». Mais ça, elle m'a renvoyé chez moi. Donc, voilà l'erreur qu'ils font à chaque fois. Voilà la même erreur qu'ils font à chaque fois. À l'école, soi-disant, vous êtes écoutés, mais effectivement, ils sont obligés d'en référer à l'autorité qui vous détient, entre guillemets, donc que ça soit votre tante, votre oncle, etc. Donc, ils vous renvoient chez vos bourreaux. Au lieu de faire quelque chose, ça veut dire que là, ils ont réussi à l'entendre. Mais ils vont aller faire quoi? Ah, à ta tante. Ils vont lui parler à sa tante pour faire quoi? Ça va être pire. Ça va être pire. Beaucoup d'histoires comme ça, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire qu'on renvoie l'enfant maltraité chez son bourreau, chez sa famille, au lieu de agir. Et pourtant, c'est dans des situations comme ça qu'ils doivent agir. Mais souvent, il y a des familles qui vont très très bien. Pour une petite gifle, pour une petite tape, en 2 secondes, on l'enlève l'enfant. On le met dans un circuit d'adoption, etc. On le fait adopter ou on le met dans un internat. Souvent une petite tape. Hein. Et c'est pas que je suis en train de légitimer ça. Hein. Mais je dis juste que il y a certaines éducations qui font que on est obligé d'être un peu sévère. Et là, tout est là. Tout est là, maltraité, etc. Mais on la laisse retourner dans sa famille. Ah. C'était pire. J'ai commencé à me scier les jambes, de voir mon propre sang sorti par moi-même. J'avais comme moi aussi, je peux me faire saigner, en fait. Moi aussi, je peux décider. Et je peux me tailler les cuisses. Et en fait, c'était douloureux, mais genre...
un instant, ça picotait, puis il y avait du sang. Et je me dis, c'est tout. Et j'ai droit à des coups qui font tellement mal. Et genre ça, pisse. Bon, ok, je ferai ça, moi. Pacte avec moi-même. Ok, dès que ça va mal, tu coupes. T'es triste? Tu coupes. Essaye plus de parler. Ça sert à rien de parler. T'as mal au cœur. T'as mal partout, en fait. Fini le travail. Il y a un de mes oncles que je ne connaissais pas. Il dit bonjour à tout le monde avec un élan de joie qu'il n'y avait pas dans cette maison. Du coup, il n'est pas comme tous les hommes d'ici, mais il n'est pas non plus bon. Donc, fais attention à toi. De moi-même à moi-même. Il met de la musique et se contre si je dors. Il va canastiner. Un jour comme ça, je prends ma douche. Je sais que c'est entre mes 9 et mes 11 ans. Sans aucune gêne. Je suis toute seule, tout va bien. Il rentre dans la salle de bain. Et il me dit, tu sais, je suis ton oncle, hein, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il a fait dans la salle de bain? J'en sais rien. Concrètement, j'en sais rien, mais je sais que j'étais nue, mineure, mouillée, toute seule sans défense. C'est un grand homme musclé de plus de 30 ans qui n'avait rien à faire là. Là, j'avais une rage démultipliée et en fait, j'avais envie de crier ma rage, crier ma souffrance. J'avais envie d'exploser après ce qui s'est passé, ce qui m'a valu un trou noir et je me rappelle juste après être dans ma chambre et être habillée puis attendre que la journée passe, quoi. Le lendemain, il se réveille le matin, il veut du thé, je lui renverse son thé. Et c'était la première fois que je pouvais me rebeller contre quelqu'un. Il m'a tapé, je l'ai tapé, il m'a jeté sa ceinture, il m'a fouetté, mon oncle toujours. Il m'a fouetté avec sa ceinture. J'ai pris sa ceinture, je l'ai fouetté en retour. C'était du n'importe quoi. Très vite après l'embrouille, il est sorti se changer le ménage. Et moi après j'ai pleuré. En fait. Pas de douleur de aïe j'ai mal, tu m'as tapé, ça y est, ça fait longtemps que j'ai dit ceci. Mais plus je pleurais en me disant mais on va me faire du mal, je vais le recracher, je vais devenir une bête de colère. Mais qui je suis encore? C'est quoi encore cette nouvelle version de moi que je dois encore assimiler? C'est quoi ce bordel? Quand il est revenu, ça, il a pas décoléré. Ça a été ta mère c'est PUTE, ton père c'est un taximan, ton père il prend des clients comme ta mère qui prend des clients. Si t'es né parce que ton père c'était un client, une fois qu'il est reparti, j'ai commencé à avoir un comportement un peu plus sexisant. Je sais pas comment mettre un terme dessus, mais je savais qu'à ma manière de voir le monde, tout avait changé. Même moi seule, face à moi-même, ça avait changé aussi. Et j'ai tenté de reproduire ce que mon oncle avait fait. Je me touchais toute seule. Parce que du coup, je connaissais la sensation. Et même si c'est très cru et difficile à dire aujourd'hui. Vous voyez comment elle a changé? Vous avez vu comment l'acte a changé par rapport à ce que son oncle a fait? Et ça, elle peut même pas le dire à sa tante puisqu'elle est maltraitée par sa tante. Donc elle pourra même pas lui dire. C'est fou cette histoire. Les gars, il y a des histoires comme ça, on les entend, on a envie de réagir, mais c'est déjà trop tard parce qu'elles sont déjà passées les histoires. C'est pas grave, on écoute. En soi, quand on se touche, ça fait du bien, donc je vais le faire tous les jours. J'ai copié un comportement qu'on m'a entre autres montré parce que ça me faisait du bien et que personne n'est jamais venu me dire ce que je fais est mal. Dans ma douche, toute seule, je pouvais le faire, mais il n'y avait pas de verrou. Quelqu'un peut rentrer et puis me voir. 2 fois c'est arrivé, 2 fois on m'a rien dit, la porte s'était refermée. Et j'ai gardé ce comportement déviant et il est parti s'amplifier sur Internet. Star Planet, des trucs dans le genre. De notre âge, en soi, on est des enfants, on joue, mais c'est un réseau incroyable des prédateurs. On peut parler matin, midi, soir, envoyer un message, il me répond, t'es trop belle, oh merci. Mais en fait, il a 47 ans. Et c'est là-bas que j'ai trouvé mon premier je t'aime. En me présentant avec un comportement déviant, des phrases un peu louches, je répondais à sa demande, qui était que j'ai ce comportement-là. Il était satisfait. Donc j'avais des je t'aime en retour. Je devais avoir maximum 12 ans à tout casser. Et encore, avant que ma famille se rende compte, il s'est passé des années. Donc je sais pas combien d'hommes à cette époque ont des photos nues de moi dans leur téléphone, mais ils en ont. Je pourrais jamais les supprimer. Je pourrais jamais effacer ce que j'ai dit, ce que j'ai envoyé. C'est trop tard pour faire ça. Mes années collège et CM1, CM2, j'ai fait du volleyball.
Ça me permet de canaliser mon énergie. Parce qu'en fait, une fois que j'avais passé la porte de chez moi, il fallait que j'existe. Sauter, crier, courir, j'avais de l'énergie. Il fallait que je vive ma liberté. Pour quand je suis épuisée, puis je peux dormir tranquillement. Parce que je savais que si j'avais frustré un d'entre eux, le soir avant de dormir, quand j'allais bien confortable dans mon lit, dans le noir face au mur, l'un d'entre eux allait s'accrocher, me superposer et mettre des rafales de coups de pied dans mon dos. J'ai pu avoir mon brevet et continuer ensuite être accepté dans mon lycée. Je voulais continuer dans le sport, mais au moment d'écrire nos vœux sur la liste, toi t'avais refusé de me laisser participer aux inscriptions sur concours du CREPS parce qu'on devait dormir là-bas. C'est sa seule raison. Elle voulait avoir le contrôle. Donc me voir me coucher, me voir me lever. Très bien. Il va prendre une école qui est tellement loin que tu ne verras que me lever et que me coucher. Dans ce lycée, je me fais des amis, tout va bien, même si on ne vit pas sur la même tonalité. On passe au vendredi des vacances d'hiver. Ce vendredi-là, je téléphone de ma copine comme ça. Et vous avez vu la manipulation du début à la fin. La manipulation du début à la fin de sa tante. Parce qu'elle sait que le jour où elle va partir, elle n'aura plus le contrôle sur elle. Et même, plus elle grandit, plus elle n'aura plus le contrôle sur elle. C'est fou, ça. Je parle avec des gens sur les réseaux sociaux, quelqu'un s'intéresse à moi, en fait. Puis on discute tranquillement, le matin jusqu'à 17h à peu près. Et ils me disent que je peux venir tout chercher pour récupérer. On va se récupérer à la gare de Bourg-l'Arrêt et tout. Il arrive à la bus. On avait convenu de faire le trajet en bus jusque derrière chez moi. Après, elle viendra faire vu que je suis derrière chez moi. Lui, il me dit, oui, j'ai oublié un truc dans ma maison. J'ai un colis à récupérer vite fait. Tu vas me dire? Bah ouais. Je suis jusque chez lui. Arrivé chez lui, il met de la musique et le contre dedans. Il va bisouchtine. Il va canastine. Il met la musique un peu plus fort. À un moment donné, ça le saoule d'être gentil bizarrement et de tenter à la parole. Il me soulève du canapé. Il faut savoir que je pesais pas plus de 26 kilos à cette époque-là. Un jour comme ça, je prends ma douche. Je sais que c'est entre mes... Il me porte jusque dans sa chambre. Il me déshabille. Je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai un doute. Je lui dis non, j'ai pas envie. Et la musique, c'est même plus le jeu là que c'est instinct de survie. Donc, je dissocie. Je suis plus là. Je suis dans la même pièce que lui et mon corps. Mais je ne réagis plus avec mes organes, ni mon cœur, ni mon cerveau. Je regarde juste ce qui se passe. Il y a eu pénétration forcée, différentes positions forcées. Ça s'accentuait, j'avais mal, je saignais, je criais de douleur, de stop, arrête. Continuez. Je commençais à prier. C'est jamais arrêté. Il a terminé, mon corps était... Vous savez, ce qui est dramatique dans toutes ces histoires, c'est que ça arrive tellement que des jeunes filles, justement, ont pu s'inventer des vies sur les réseaux sociaux. Et moi, je n'excuserai jamais le comportement de ces personnes déviantes. Mais il y a eu, j'allais dire pas tellement de mensonges, mais il y a eu tellement quelques mensonges sur les réseaux. Et vous savez, sur les réseaux, on prend toujours les minorités pour faire croire que c'est la majorité, alors que c'est faux. Il y a beaucoup plus de majorité, de personnes qui se sont fait vraiment V que des fausses accusations. Et effectivement. Mais son histoire, elle est folle. Elle est folle. Mais il y a des gens qui seront quand même capables de croire que c'est faux. Vous voyez? Il y a des gens qui penseront que c'est faux. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges derrière. Non. En tout cas. J'avais mal partout. J'avais du sang partout. Et il finit par dire, ouais, mais si c'était aussi douloureux, nos parents feraient pas ça. Et puis il va se laver. Je récupère ma culotte, mon pantalon, et même si je n'ai aucune force et aucune volonté, il faut à tout prix que j'arrive chez moi. Dans le bus, je me sens bizarre. J'ai mal partout, et je comprends. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. J'arrive chez moi, et en fait, derrière chez moi, il y a ma meilleure amie qui habite là. Il faisait nuit dehors, tout était éteint. Mais sa fenêtre est allumée. Je sonne. C'est sa sœur qui répond, et j'arrache de mes larmes, sans bégayer. Est-ce que Tali, elle est là? La sœur, elle me dit, elle est à côté, mais attends. Et elle a l'appareil comme ça, alors que t'étais juste derrière, dans le parc. Je la vois. Je cours dans ses bras. Je lui dis, je suis plus vierge. Je me dis, mais c'est super et tout. Et quand je lui dis dans notre folie,
Mais j'ai pas voulu. Là, c'est le mode adulte qui est activé. Elle m'explique, il faut aller voir un juge, il faut aller voir un avocat, en parler à un adulte, à ta famille et tout. Je dis à personne, si tu veux, demain, on se débrouille, toi et moi, on sort, on fait quelque chose. Un juge, ce que tu veux, mais là, tout de suite, là, ce soir, c'est pas possible. Puis moi, je rentre chez moi. Elle a appelé mon frère sur le temps de trajet pour lui raconter ce que je lui ai dit. Moi, je rentre chez moi. Je suis enfin dans ma douche. Je saigne, il faut enlever. Je suis sale, il faut enlever. Je me frotte. Mon frère défonce la porte. Il me prend par les cheveux. Il me ramène dans la chambre. Je pense avoir eu un peu de temps pour m'habiller vite fait, récupérer des trucs pour mettre sur moi. Il va me taper. Je pense à 100% que je vais mourir. Et il finit par me lâcher. Je veux le nom, prénom, l'adresse du mec qui t'a fait ça. Tout, il me sort un papier, une feuille. Ma main, elle tremble. Je dois écrire je connais que son Instagram. Et l'arrêt du bus que j'ai pris, du coup. Je lui donne ça. Il prend un truc sous le lit. Il sort de la maison. Et moi, instant de panique, j'appelle sa sœur. La même sœur qu'on devait appeler avec ma copine, mais que je dis non, elle m'écoute. À côté de ma vie, là. On dit parents de ton frère, évidemment. Mais elle n'écoute pas vraiment. Et quand je lui dis ce qu'il a sorti du lit, et que je murmure ce qui m'est arrivé, elle redevient sérieuse. Elle dit, tu bouges pas, j'envoie mon mari, reste tranquille. Il me porte jusque sa voiture, il me met dans la voiture. Commissariat, je suis assise sur une chaise, il est assis sur une chaise. On attend que le commissaire vienne nous voir. Il arrive. Il appelle ma tante, qui est du coup mon responsable légal. Oui, allô, bonjour madame. Du coup, c'est le commissariat de Bililim. C'est pour vous dire que vous devez passer, du coup, le plus vite possible. C'est un cas urgent. Non, je vais pas venir. J'attends que le mariage se finisse. Faut savoir qu'un mariage comorien dure 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Tu sais pas quand ça va finir. Du coup, c'est ma sœur qui vient être de mon côté sur le truc. À l'interrogatoire, j'avais besoin d'être un criminel alors que c'est moi qui étais la victime pour le coup. Je suis au milieu. Un garçon et une fille devant l'ordinateur. Ma sœur qui est là. Expliquer ça à ma sœur, enfin à la police, avec leur ton, leurs questions complètement déplacées devant ma sœur, c'était comme un rite d'humiliation que j'ai eu quand j'étais plus jeune en fait. Et la fille à côté, aucun regard, rien, aucun soutien féminin, aucun soutien familial et aucun soutien des forces de l'ordre. On sweep, ambulance, gynécologue judiciaire, trace ADN à l'intérieur de mon corps. Ma tante est revenue le lendemain ou le surlendemain de son mariage, sans ses filles, parce que la maison était toujours vide. J'explique l'histoire à ma tante. Du coup, elle me frappe. C'est sa seule et unique réaction ce jour-là, c'est de me frapper. Ma tante, dans cette histoire-là, n'a joué à aucun moment son rôle de tante. Elle n'a pas décidé pas de ma faute. Même si c'est une phrase. Mais dès le départ, elle t'a maltraité. Pourquoi elle va jouer là son rôle de tante? Elle n'en a rien à foutre de toi. Putain, c'est aberrant, les gars. C'est une histoire de folie. C'est une histoire de folie. Du début à la fin, personne ne l'a cru, personne ne l'a soutenu. En tout cas, faites attention à vos enfants, les gars. Redondante, certes, qu'on entend à chaque fois dans l'accusation, mais ça fait tellement du bien au cerveau d'entendre que tout ce que t'as vu, senti, tout ça, tout ce que t'as ressenti qui n'était pas de ton libre arbitre, c'est pas de ta faute en fait. Et surtout, à l'âge que j'avais, c'était important de me le faire comprendre. Donc après ça, il a fallu retourner à l'école. J'ai pas. Je dormais en cours, je dormais dans l'escalier, je dormais à l'infirmerie, je dormais partout où je pouvais dormir. En fait, mon corps voulait que dormir. Esquiver la réalité, fuir le monde. Sauf que dans mon école, la filière que je choisis moi, c'est la restauration. Je voulais être serveuse. Il me porte jusque dans sa chambre, il me déshabille. Je comprends pas ce qui se passe, mais chaque jour après mon agression, je me suis taillé des veines tous les soirs à la salle de bain. Jusqu'à ce que je sonne et que je m'évanouisse. Et en service, en fait, les tremblements, les frottements de chemise, le sang apparaît sur mes bras, en fait. Au moindre mouvement. On me le fait remarquer. Tout le monde m'encadre finalement et du coup, je panique. Mais Sting était tombé dans les pommes. Je finis à l'infirmerie, je me réveille et puis là, on me dit, ma belle, faut que tu parles. On a compris que depuis que t'es arrivé dans ce lycée, tu vois pas bien. On le voit, hein. Mon cerveau, il m'a dit, qu'est-ce que t'as à perdre finalement? Je parle. Et en fait, à un moment donné, elle a un sort de petit rictus qui apparaît. Parce que je lui dis que j'avais déjà parlé de cette histoire-là à mon infirmière en CM2. Et il s'avère qu'elles se connaissent. Elle l'appelle. Ami, tu peux te reposer si tu veux faire une pause. Je fais ma pause sur le côté, je vais dormir. À mon réveil, elle est là. Elle m'a pas oublié, elle s'est rappelée de moi et elle n'a pas laissé le cas mourir. Elle faisait des updates dès qu'elle pouvait, en fait. À chaque établissement, on est là pour toi, on te lâchera pas. Je l'ai cru. Tout de suite, ils m'ont ramené au foyer d'urgence de Colombes.
très 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 loin de chez moi. Et j'ai pu parler, j'ai pu être écoutée. Il me dit on va t'isoler pendant 15 jours. Pas de téléphone, pas de télé. 15 jours, c'était ça qu'il a fallu à la juge pour à son maquette. Ramasser, lire les dossiers, interroger les gens, faire ce qu'ils avaient à faire. Là, c'est l'audience avec la juge. Elle dit qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de Roïda? Je traite Roïda de la même manière que je traite tous mes enfants. À la même échelle. Le juge me demande comment Putain, le mensonge international. Oui, sa tante, c'est une dinguerie. Hein. Comment elle ment, sa tante? Ah. comment je vais. Je dis, je sais pas. Elle rebascule sur ma tante. Est-ce qu'on peut savoir, elle fait qu'est-ce fort? Basketball. J'y suis tout de suite que c'est terminé. Tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis. Et tu vas jamais me défendre. La juge, elle a dit, dans ces cas-là, on va vous retirer la garde de Roïda. Je me suis dit, on close ce dossier-là, mais on fait pas de poursuite. Parce que sinon, ça allait donner sur des rendez-vous, des demandes de preuves. Je n'ai pas besoin de prouver. Il y a écrit qu'elle n'a plus mes droits, c'est tout ce que je demandais. Et j'ai plus eu contact avec eux. 0 fois, j'ai continué tout droit mon chemin. La police a fait son travail, même si ça a pris un certain temps. On m'a recontacté plus tard pour voir si je voulais le reconnaître. Je l'ai reconnu dans la bande. Et si je voulais faire une confrontation, je l'ai faite. J'ai un avocat commis d'office, mon éducatrice. Lui ici, de dos, son avocate, est devant nous, le brigadier. Il m'a dit nos 2 dépositions, elles sont exactes mot pour mot. Mais dans la partie consentement, lui n'a pas entendu. Dans le même moment, j'apprends aussi que mon frère, sa fameuse scène du pistolet, là, il l'a pas trouvé ce soir-là, mais le lendemain, ils ont convenu tous les 2 d'aller boire un café ensemble pour confirmer sa version. Alors que quand il est revenu ce jour-là me voir moi, il m'a dit « T'es plus ma soeur, t'existes plus ». Et il m'a ignoré tout le reste de ma vie. Et l'avocate du monsieur, très méchante, elle avait qu'à dire non. C'était sa phrase. Ne pouvant pas me faire sur place, je me cognais la tête contre le cadet derrière moi, jusqu'à ce que je dissocie. J'étais en larmes, en pleurs, en train de cogner mon crâne. Et Bi avait même dit, et je sais pourquoi elle dit que je l'ai fait. Parce que j'ai vu son frère, et son frère a dit qu'elle a toujours été comme ça. J'ai eu un suivi psychologique et psychiatrique, médicaments, antidépresseurs, tout ce qui va avec pour remodeler mon cerveau. On a dû déconstruire tout ce que j'ai vu, entendu, compris, mais j'ai toujours eu des traumatismes. À des moments, je tremble, à des moments, je bégaye et je pars en crise totale parce que j'ai peur. Je pense que tout se rejoint sur le fait de ne jamais refuser une main tendue. Que si vous ne parlez pas, ça va rester là, ça va créer des troubles, ou ça va rester là, ça va créer des problèmes. Si ça ne sort pas, ça va trouver un moyen de te dévorer. Le chemin est long, très long. J'ai pas fini d'essayer de guérir, mais je sais qu'un jour je vais guérir, parce que je ressens déjà des effets de ma guérison. Donc si moi, j'ai pu faire mon petit pas, guérir et aider les autres, chacun peut aider un petit peu l'autre et faire son petit chemin. Chaque jour après mon... Oh là 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 là. En tout cas, c'était intense. Bon, les gars, en vrai, aujourd'hui, c'était un petit live. C'était un petit live. Jeudi, soyez à l'affût, les gars. Donc, je vous ai dit lundi et jeudi, 20h. Je dis 20h, bon. Je suis KO, je suis désolé. 22h, je suis désolé. Lundi et jeudi, 22h, les gars. Soyez nombreux, venez partager, liker, commenter. N'ayez pas peur de commenter. Hein. Je suis pas en bois. Lundi et jeudi, 22h.